Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, après l'arrivée de l'Irlande en tête du classement World Rugby, on va se demander où en est la hiérarchie ovale à 2 semaines du début de la Coupe du Monde. Avec cette question, y a-t-il encore un favori pour le mondial japonais ? Puis on passera au top 14 parce que oui, il y a un championnat de France, c'est pas parce qu'il n'y a pas de typhon à Castres que c'est moins intéressant. Et on se penchera sur le très beau début de saison du Bordeaux-Bègles de Christophe Urios. Sera-ce l'année de l'UBB ? On parle de tout ça avec le journaliste de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin. Salut Clem. Salut Cricri. Richard Esco. Salut Richard. Bonsoir à tous. Et Maxime Rollin, en direct de Fuji-Yoshida au Japon. Salut Max. Salut tout le monde. Et bien voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée jeu. Avant toute chose, on va aller retrouver Max au Japon. Donc, Max, tu fais partie des envoyés spéciaux de l'équipe déjà arrivés pour suivre le fabuleux parcours de l'équipe de France. On a vu plein de jolies photos. Si, tout va bien. Ça commence bien. On a vu plein de jolies photos du mont Fuji sur les réseaux sociaux, au pied duquel l'équipe de France s'entraîne. Dis-nous tout, Max. Alors, on sait qu'il y a 7 heures de décalage horaire, donc tu es normalement en pyjama. Tu es aussi, je sais pas, sous ton parapluie. On a entendu parler de typhon là-bas. Aujourd'hui, on a eu une très très belle journée. C'est vrai qu'hier, quand les Bleus sont arrivés, il pleuvait pas mal et ça soufflait fort, parce que le typhon est arrivé donc hier soir à l'heure japonaise, mais surtout cette nuit entre 1h et 4h du matin. Et au réveil, on avait une vue magnifique dégagée sur le mont Fuji. Et il a fait vraiment un temps superbe toute la journée. Et c'était d'ailleurs très bien pour les Bleus qui se sont entraînés notamment cet après-midi dans leur magnifique complexe. Et du coup, c'était une première journée, on va dire, de travail ou de décrassage plutôt pour les Bleus qui était assez agréable, même s'il faisait quand même assez lourd. Oui, c'est ça, on en a beaucoup parlé pendant la préparation du climat que les joueurs de l'équipe de France auraient à subir. Vous le sentez, vous, déjà ? On parlait de chaleur, d'humidité. On est dedans, là ? Alors, chaleur, humidité, aujourd'hui, oui, forcément. Il fait très chaud. Dès qu'on s'active un peu, c'est vite étouffant. Il fait genre combien de degrés, après, Max ? Un peu plus de 30, 32, 33, mais je pense que le ressenti est un petit peu supérieur. Après, comme nous l'a par exemple dit Rabat Slimani, pilier de l'équipe de France, pilier droit, il préfère qu'il fasse le temps qu'il y a eu aujourd'hui, c'est-à-dire très chaud, très humide, plutôt que de la pluie, du vent et très très humide en fait. Donc voilà, les Bleus, on a l'impression qu'ils savent à quoi s'attendre par rapport à ce climat, et ils appréhendent peut-être un peu plus si jamais il y avait de fortes pluies pendant un match ou beaucoup de vent. Et tu disais qu'ils étaient dans un superbe complexe par rapport à ce que tu connais en France. Il y a des différences ? Alors, nous, on a vu que le terrain. Ils sont dans un immense parc où il y a plusieurs terrains. Il y a par exemple une piste d'athlétisme couverte. Mais eux, le terrain où ils sont, le terrain, c'est vraiment un billard. La pelouse est nickel. Donc normalement, personne ne se fera de cheville sur ce terrain d'entraînement. Oui, vraiment, les conditions, même les joueurs l'ont dit, ce matin, ils ont fait de la musculation. Tout est parfait. C'est les mots qui ont été employés, notamment par Greg Aldrit. Donc, sur ce point-là, tout est top pour eux. Même l'hôtel où ils sont, très bel hôtel, avec vue sur le mont Fuji, et sur un sacré parc d'attractions aussi, qui donne un petit peu le tournis. D'accord. Un peu comme le jeu de l'équipe de France. C'est toi qui le dis. Les entraînements, c'est ouvert à la presse. Tu peux nous parler un peu de, Les entraînements, alors aujourd'hui, donc il y avait la première ouverture à la presse, donc 14h30 heure locale, c'est-à-dire 7h30 au petit-déj chez vous. On a vu 20 minutes d'entraînement. Bon, ils ont pas fait grand-chose, hein. Ils ont notamment répété quelques combinaisons, mais à pas plus de 12 km/h, comme l'a répété 250 fois Fabien Galtier, l'adjoint comme les autres. Donc voilà, c'était très léger. Après, on est parti se réfugier dans une salle parce qu'on n'avait pas le droit de voir le reste. Et les Bleus sont entraînés une petite heure. Normalement, ce sera le même programme, peut-être pas au niveau de l'intensité, mais en tout cas, on aura des ouvertures donc
mardi, mercredi, pareil en début d'après-midi. Jeudi, on pourra pas les voir et on les reverra vendredi et samedi, normalement, conférence du sélectionneur Jacques Brunel. Et ils auront un jour off dimanche. Ok. Juste, tu as pu saisir un peu l'ambiance, comment ça se passe? Ou c'est un peu tôt? Alors, c'est un petit peu tôt parce que hier, ils sont arrivés donc à 9h heure locale. Ils avaient voyagé donc de nuit, toute la nuit, c'est-à-dire que leur vol est parti samedi soir de France un petit peu avant minuit. Donc 12 heures de vol, ils avaient pour consigne de dormir dans l'avion. Et ils ont été réveillés 6 heures avant l'atterrissage pour pas trop subir le décalage horaire. Donc après, ils sont arrivés à leur hôtel. Il était 21h heure locale. Donc ils ont été, pour certains, dans les fameux bains publics qui sont très très chauds et où on a obligation d'être tout nu pour se dégourdir un petit peu les jambes. Et après, ils ont été se coucher. Alors certains ont passé une très bonne nuit, comme Sébastien Vamaina qui nous a dit qu'il s'était endormi vers 22h et réveillé à 6h du matin. Donc je pense que lui, il va être calé au bout d'une journée ou deux. Alors que d'autres, comme Greg Aldrit, ont dit qu'il leur faudrait peut-être un petit peu plus de temps et qu'ils se sentaient un petit peu fatigués. Guillaume Guerrado aussi, le capitaine, nous a dit qu'il était un petit peu fatigué. Mais non, on n'a pas senti, on les a pas sentis trop marqués par ce voyage. Bon, faut pas oublier qu'ils voyagent dans des conditions optimales puisque ils étaient tous en business class. Après, voilà, c'est vraiment... pour eux, c'est un petit peu vraiment le début de la Coupe du Monde. C'est un petit peu le message qu'ils ont fait passer. Voilà, le fait d'arriver au Japon, tout le monde parlait du Japon depuis 3 ans. Voilà, ça y est, ils sont arrivés et pour eux, la Coupe du Monde démarre, même si le premier match n'aura lieu que dans 13 jours, c'est-à-dire le 21 septembre face à l'Argentine. Pour eux, voilà, ils sont vraiment dans le bain. Normalement, les entraînements aussi vont monter en intensité là dans les jours à venir. Il y a une opposition face à opposition entraînement raisonné face à une équipe japonaise qui est programmée aussi normalement d'ici la fin de semaine. Voilà. Après les joueurs, ils ont rien pu découvrir de la ville de Fuji Yoshida. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont arrivés hier, ils ont dormi, ils sont entraînés toute la journée d'aujourd'hui, donc voilà, ils n'ont pas vraiment pris conscience d'où ils étaient vraiment. Après, la ville, pour rien vous cacher, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est un petit peu... il y a le mont Fuji et encore, il n'y a pas de neige. Donc toi, si tu veux, Christelle, c'est un peu comme le Puy-de-Dôme. En moins bien, quand même. En moins bien, voilà. Ils n'ont pas encore vraiment pris leur quartier, pris leur marque. Très bien, Max. Bon, on va te laisser aller te coucher, hein, évidemment. C'est très gentil. Je vais aller enfiler mon pyjama et rentrer dans mon lit. Très bien. Bien bonne nuit, Max. À bientôt. Merci, à très vite. Donc on peut passer au premier thème. Il y a 3 semaines, pour la première fois de l'histoire du classement World Rugby, le Pays de Galles devenait la première nation du monde. 3 semaines plus tard, il est 4e. C'est l'Irlande qui lui a piqué sa place en le battant, notamment ce week-end. La Nouvelle-Zélande est derrière. Nouvelle-Zélande qui a plus l'air si imprenable après sa défaite contre l'Australie et son nul contre les Boks pendant l'été. Boks qui font eux-mêmes forte impression, notamment en photo, avec tous leurs muscles et leurs... taux de masse grasse négatif. Il y a aussi l'Angleterre, 3e du classement, qui fait un peu peur. Par exemple, quand on partage la même poule, rapport au fait qu'elle a passé presque 60 points au fameux numéro 1 mondial, ce qui est toujours 32 moins que ce qu'a passé la Nouvelle-Zélande au Tonga. Voilà. Bref, la hiérarchie ovale semble bien mouvante. Thomas Perrotto qui nous a retrouvés. Bonjour d'abord. Bonjour. Est-ce qu'il y a encore un favori, selon toi, pour cette Coupe du Monde, avec cette hiérarchie étonnante qui bouge beaucoup ? Déjà, je pense que ce classement, il ne veut pas dire grand-chose, comme tu l'as dit, ça change un petit peu toutes les semaines. Pour moi, l'unique grand favori de cette Coupe du Monde, ça reste quand même le rugby. Non, pas le rugby justement, la Nouvelle-Zélande plutôt. Voilà, ils ont encore fait une bonne campagne de rugby championship, même si c'était un peu compliqué face à l'Afrique du Sud. Je pense que le sélectionneur sait où il va, la compétition elle est préparée déjà depuis de longs mois, voire de longues années. La Nouvelle-Zélande, ça reste vraiment le grand favori.
Je suis d'accord avec Serge. Alors, je suis d'accord avec Thomas. Je pense que effectivement, il faut nuancer beaucoup ce classement mondial. Alors, il a quand même une vertu, c'est de nous montrer que effectivement, c'est serré. La France n'est pas première. Et que la France n'est pas première, elle est 8e. Petit correctif, Christelle, le Pays de Galles est 5e et pas 4e. Ah oui, il a perdu 4 places. Il a perdu encore une place. Mais voilà, ceci étant dit, ça montre quand même qu'on sort d'un été où certaines cartes ont été rebattues et qu'il y a une densité d'équipes qui peuvent prétendre à la finale et peut-être au titre mondial. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives de l'été des Blacks et notamment de leur début de Rugby Championship. Il y avait eu ce match nul contre les Sudaf, cette lourde défaite en Australie. Mais je pense qu'ils étaient en pleine phase de préparation physique. C'est toujours un peu bizarre pour eux, les années pré-Coupe du Monde, enfin les années de Coupe du Monde, d'avoir cette compétition qui tombe à un moment où nous, par exemple, en Europe, on est en pleine préparation physique. Donc, ils doivent faire les deux, à la fois jouer une compétition et se préparer physiquement. Et je pense que c'est pas très inquiétant pour eux. Et d'ailleurs, ils l'ont montré ce week-end. Certes, ce n'était que les Tonga, mais on passe pas 90 points en test international à une équipe comme les Tonga par hasard. Donc, je pense qu'ils seront prêts, ils vont arriver prêts. Voilà. Et puis, quand même, autre petite remarque, l'Irlande se retrouve numéro 1 mondial là, sans doute au moment où elle le mérite le moins. En tout cas, elle le mérite moins qu'il y a 1 an et demi, quand elle sortait d'une série, si je dis pas de bêtises, de 14 victoires consécutives. Là, elle aurait mérité d'être première mondiale. Elle avait joué la place de numéro 1 mondial direct contre la Nouvelle-Zélande à l'automne 2018, si je dis pas de bêtises, ou 2017, j'ai un doute là. 2018. Et ils avaient perdu ce match-là. Mais là, ils viennent de prendre 57 points contre l'Angleterre. Donc, c'est en cela, effectivement, que ce classement, il est quand même un peu biscornu. Voilà, et je finis parce que je suis trop long, mais derrière la Nouvelle-Zélande, pour moi, c'est l'Angleterre qui est prête, qui est certes que 3e mondial, mais tout ça se joue dans un mouchoir, et qui me semble avoir fait forte impression, notamment sur ce match-là, avec une équipe qui ressemble à son équipe type. T'es d'accord, Richard, l'Angleterre qui fait partie des favoris ? Oui, l'Angleterre fait partie des favoris, mais on ne peut pas juger à une hiérarchie mondiale à l'aune de matchs amicaux avec des compositions B, bis, C. Là, je pense que tout est complètement faussé. Et effectivement, il y a sans doute un effet décalage de ce classement mondial, puisque l'Irlande et le Pays de Galles se succèdent en tête, et c'est tout à fait naturel, puisque depuis 2 saisons, sont eux qui dominent le rugby européen de l'hémisphère nord. Donc, il faut imaginer qu'il y a un décalage. Donc, je ne sais pas si c'est de bon augure, mais en tout cas, nous, là où on se trouve, c'est-à-dire juste à l'extrême limite du quart de finale, c'est-à-dire 8e, on s'aperçoit, si on doit parler de ce classement, qu'effectivement, tout le monde est favori sauf la France, parce que nous, on est au bord de ne pas se qualifier pour un quart de finale, ce qui serait historique. Après, c'est aussi le paradoxe de ce classement mondial, c'est qu'on parle du risque de ne pas sortir de la poule. On est loin devant l'Argentine qui n'est que 11e au classement mondial. Mais encore une fois, ce classement mondial, il tient compte des adversaires qu'on rencontre. Et les Argentins, ils sont dans une compétition où ils perdent beaucoup plus de matchs qu'ils n'en gagnent. Donc de fait, ils sont loin au classement, mais ils valent bien plus que leur 11e place au classement mondial. Je n'ose pas croire que l'Argentine soit pas meilleure que le Japon 10e ou les Fidji 9e sur un match. Donc voilà, c'est en cela que ce classement, il ne vaut que ce qu'il vaut, quoi. Exactement, parce que nous, pour donner un éclairage, si on devait disputer une espèce de Five Nations de l'hémisphère sud, je pense qu'on serait 16e ou 17e. C'est possible. Oui, parce qu'on rappelle que l'Argentine est dans le Rugby Championship, donc joue contre la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, et c'est pas vraiment pareil que jouer contre l'Écosse ou l'Italie en matière de points. Les Bocs, on en parle un peu, notamment après cette photo qui a fait fureur sur les réseaux sociaux. Et c'est pas photoshopé, hein. Il paraît. Même si Colby, on a l'impression que c'est une nouvelle personne. Mais... C'est possible que les Sud-Africains aient changé d'apparence en l'espace de 6 semaines ou 8 semaines. Non, l'Afrique du Sud, c'est évidemment très impressionnant, quoi. J'arrive pas à me rappeler ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été peut-être aussi forts avec un effectif aussi fourni. Et aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent lutter. Derrière la Nouvelle-Zélande, ça reste l'équipe la plus impressionnante dans son jeu, dans son effectif et aussi même dans la stratégie de ce qu'essaie de faire l'équipe sur le terrain. Je suis entièrement d'accord, et en fait, ils ont un atout énorme. C'est qu'ils sont dans la poule de la Nouvelle-Zélande. Ça peut paraître tout bête, mais ça veut dire qu'ils le retrouveront pas avant la finale. Donc, quel que soit, franchement, leur poule est d'une faiblesse. Il y a ce duel qui est très relevé. Derrière, Italie de mémoire, Namibie, Canada.
je crois. Donc, on parle de 3 équipes. On a vu l'Italie contre la France, c'est extrêmement faible. Donc, il n'y a même pas photo sur les 2 qualifiés pour les quarts de finale. Et donc, ensuite, il y a non pas un boulevard, mais en tout cas, ce sont 2 équipes que je ne serais pas étonné de retrouver ensuite en finale, puisqu'elles vont s'éviter sur la suite de la compétition. Je voudrais quand même juste revenir sur cette photo, parce que on lit beaucoup de choses là-dessus. Juste pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une photo dans le vestiaire où ils sont tous, une photo d'équipe, tous torse nu, extrêmement musclés, très très secs. Ouais. Voilà, il y a des explications aussi. Thomas le disait, d'abord, il y a la prépa physique, et leurs physiques se sont sans doute transformés sur les 6 semaines, mais je pense que c'est le cas des Français, on l'a dit, ils ont perdu beaucoup de poids, ils se sont asséchés. C'est le cas d'à mon avis, à peu près toutes les équipes. J'en discutais avec Aurélien Bouisset, pour ne pas le trahir, qui me disait qu'il était présent au stage de préparation des Gallois dans les Alpes, en Suisse, et qu'il les avait vus un moment sur une fin de séance torse nu, et ça ressemblait aussi un petit peu à ça. Maintenant, elle arrive dans un contexte, cette photo, c'est pour ça qu'elle fait jaser, elle arrive dans un contexte où il y a des joueurs sud-africains qui se sont fait pincer pour dopage. On pense à Dianti, notamment, l'ailier, qui n'est pas retenu pour la Coupe du Monde, mais qui a fait une partie de la préparation avec le squad et qui s'est fait pincer. Stassen, le joueur du Stade français. Et puis, en plus de ça, alors ce sont des choses complètement distinctes, mais il y a la mort de Chester Williams qui rappelle 95, qui rappelle les soupçons de dopage sur cette génération-là. Donc voilà, c'était tout ça qui se mélange un peu dans les esprits. Maintenant, il faut savoir quand est-ce que sa photo a été prise. S'il sort d'une séance de muscu, ils sont forcément hypertrophiés, les muscles congestionnés et tout ça. Et bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a Jesse Krill, notamment le centre Sudaf. On a l'impression qu'il a des abdos qui lui remontent jusqu'à la glotte. Ça fait un peu flipper. Mais toi aussi, tu fais ça. C'est vrai. On a fait la même photo l'autre jour, Clément, en sortant de la salle. Franchement, il n'y avait pas de grande différence. Non, c'est vrai. On était un peu moins bronzés. Mais il y a Colby, moi, quand même, je trouve quand même qu'il a pris beaucoup. On va voir s'il court toujours aussi vite avec tous ces muscles-là. Ouais, après, Colby, attention, c'est un joueur qui est dense du haut du corps. Hein, il l'a toujours été, sinon il ne rivaliserait pas à ce niveau-là. Hein. Après, oui, sur cette photo-là, effectivement, il paraît extrêmement baraqué, mais il est aussi au premier plan. Enfin, bon, bref. Les images, voilà. Donc bon, je veux pas tirer trop de conclusions hâtives de cette image-là. Elle est étonnante, mais on va pas non plus jeter le discrédit sur les Springboks juste à la simple lecture de cette image, quoi. Une chose est sûre, c'est qu'il y a qu'en France que les brûleurs de graisse sont interdits. Là, on voit bien quand même que le travail a été effectué sur les graisses à perdre. Les muscles des sportifs de haut niveau en ont. Moi, je sais qu'en 95, je suivais l'équipe des Springboks. Leur préparation physique avait été phénoménale. Moi, j'ai des photos où on les voit, c'est exactement pareil. Ils ont les muscles. C'est des coureurs cyclistes qui jouent au rugby, quoi. Ils sont taillés comme des haltérophiles avec la peau et les os des coureurs cyclistes. Là, en 2007, c'était un petit peu différent, mais rappelez-vous quand même, 2003, 2007, 2011, ils allaient dans des camps militaires, ça s'est calmé. Mais là, ils ont fait du crossfit. Hein, très, très, très clairement, il n'y a pas eu un ballon pendant toute la préparation. Ils ont quand même joué des matchs. Ils ont quand même joué des matchs de rugby championship quand même, donc ils ont. Oui, mais sur les entraînements, là, quand ils décident de faire du physique, c'est pas physique avec ballon, quoi. On n'est pas dans la méthode globale, jouer. On rentre, on sue, on enlève toutes les graisses, on se muscle, on prend 4-5 kilos, parce que c'est le cas, et on se prépare pour la Coupe du Monde. Les plans de jeu, ils sont déjà calés depuis très longtemps. Après, pour rebondir sur ce que disait Thomas, je suis assez d'accord, quoi. C'est une équipe c'est quand même une équipe qui était au fond du gouffre il y a 2 ans, qui perdait en Italie lors d'une tournée de novembre, qui a changé de sélectionneur en cours de mandat. Visiblement, le changement a été plus bénéfique qu'une autre nation du top 8 mondial, dont je ne citerai pas le nom. Et ça y est, j'ai mangé son nom. Erasmus. Rassi Erasmus. Il est revenu à... Il n'est pas très Rassi, d'ailleurs. C'est intéressant ce qu'il a amené, parce qu'à la fois, il y a un retour aux racines du jeu sudaf, la puissance, un paquet d'avant monstrueux, et en même temps, il n'a pas renié une part de modernité et de mobilité, notamment en appelant un joueur comme Colby, qui avait été snobé jusque-là et dont on sait qu'il est formidable dans le top 14. Il y a un joueur que j'aime bien, c'est Quagga Smith, par exemple, en 3e lignelle. Je l'aime bien parce qu'il vient du rugby à 7, mais c'est l'antithèse justement du flanqueur à la Sudaf, quoi. Le mec, il
Il est très musclé aussi, on l'a vu sur la photo, mais il fait 95 kilos vraiment à tout péter en sortant du sauna. Et voilà, joueur de rupture, joueur qui se déplace beaucoup. Donc cette équipe, elle est à la fois traditionnelle dans ce qu'elle a de plus sudaf et moderne, quoi. Et c'est vrai que je la pense effectivement très dangereuse. Et ce que fait Rassi Erasmus aussi, je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'il demande à ce que les Européens soient intégrés à l'équipe des Springboks. Ça fait partie de son cahier des charges. Il accepte d'être sélectionneur s'il peut compter sur des joueurs expatriés qui font preuve d'une maturité tactique que les autres n'ont pas parce que c'est un niveau inférieur, Currie Cup. Et donc ça, des joueurs comme De Klerk et d'autres lui apportent énormément. Oui, parce qu'il y a eu un moment où les joueurs qui ne jouaient pas en Afrique du Sud n'étaient plus appelés en équipe nationale. Bah oui, parce que c'est une histoire d'argent. Hein. Ils voulaient pas les perdre en se disant on va les garder pour les sélections internationales. Et les joueurs ont dit non, nous on préfère gagner de l'argent, donc on part en Europe et tant pis pour les Bocs. Donc ils ont réussi à faire un compromis. L'Australie, on n'en parle pas du tout et ils ont disparu des écrans ou ils ont quand même tapé les Blacks, même si c'était pas des bons Blacks. Bah si, on peut en parler quand même, justement. Ils viennent de taper les Blacks. Ça reste une équipe qui a beaucoup de qualité, surtout derrière, moi je trouve. Il y a des joueurs qui ont vraiment des mains, qui savent se passer le ballon, qui savent faire des différences sur les premiers temps de jeu. Et il faudra s'en méfier. Il y a un super Australie-Fidji, si je dis pas de bêtises, le premier week-end. Et ça va être hyper intéressant d'observer le comportement de ces Wallabies-là. Là, ils sortent d'un match contre les Samoa. Je n'ai pas vu le match, mais ils gagnent 34-15, un truc comme ça. Moi, je suis quand même un peu circonspect. Je le suis moins parce que, évidemment, entre-temps, il y a eu ce match contre les Blacks, mais qui reste pour l'instant un truc isolé. Il faudra voir si ça se confirme. Leur poule, elle est dense quand même. Galles et Fidji, c'est pas mal. Au début, je trouvais quand je dis au début, c'était au début de l'été, je leur voyais une belle tête d'éliminer au premier tour, victime d'une surprise. Ouais. Là, il s'est passé ce match contre les Blacks, c'est sûr que ça a frappé les esprits. Il y a eu toute l'histoire de Folau, il faudra voir concrètement comment ils se sont remis de ça. Sportivement, j'ai l'impression pas trop mal. Ils ont repositionné Kurt Lebill à l'arrière pour remplacer donc Folau qui a été viré par sa fédération pour des propos homophobes, notamment, pas que. Donc j'ai l'impression que la paire sportive, elle est énorme, mais en repositionnant Kurt Lebill à l'arrière, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent pas trop mal. En revanche, je ne sais pas, c'est quelles sont les répercussions en termes de vie de groupe, en termes de cohésion du groupe, parce que je pense que la position de Folau était loin d'être isolée. On sait qu'il y a notamment pas mal de joueurs issus du Pacifique et ils sont quelques-uns dans ce groupe-là, à partager grosso modo les visions très évangélistes de Folau sur les questions notamment de l'homosexualité. Donc voilà, il faut voir si ça n'aura pas laissé des traces en interne. Si le groupe vit bien, il devrait normalement passer le premier tour. Et dans ce cas-là, après, ils croisent avec la poule de la France et après, tout est possible. Leur poule est quand même moins compliquée que celle d'il y a 4 ans, où il y avait l'Angleterre en sus. Oui. Donc là, je pense que pour eux, c'est peut-être un léger soulagement. Après, sur le plan technico-tactique, on voit bien qu'ils ont 2 équipes. Ils jouent très bien devant sur les phases de conquête. Ils ont surtout des mains pour les mettre sur le ballon quand il est au sol, ralentir le jeu adverse et gratter des ballons là où ils peuvent faire des contre-attaques qui sont très tranchantes. Et ensuite, ils jouent derrière. Mais l'articulation du jeu entre les avants et les 3/4 n'arrive pas à se faire, pas aussi bien que ça se faisait auparavant. Et je pense que c'est sur ce milieu de terrain, en termes de création, qu'ils sont un peu plus faibles que les éditions précédentes. Donc je pense que là, sans doute sortiront-ils, et moi personnellement je les vois sortir en tête de liste. Après, ça sera un peu compliqué pour aller plus loin, parce que là on aura besoin de stratégies beaucoup plus performantes et tranchantes, et là c'est là où ils sont un peu plus faibles sur l'articulation avant 3/4. France-Australie en quart de finale. Oui, ça peut. Donc ils iront un peu plus loin. Donc ils iront peut-être un peu plus loin, ou pas. Non. Après, ça serait une chance pour nous. En tout cas, on a une chance, c'est de rencontrer ou le Pays de Galles ou l'Australie, qui sont certainement, de toutes les nations dont on parle, celles qui sont le plus abordables. Je dis pas imbattables, abordables pour une équipe de France qui arrivera à se sublimer. Ça fait beaucoup de si. Qui arrivera à sortir de poule déjà. Mais puisqu'on a dit que ce classement World Rugby il était pertinent, Galles et Australie sont 5e et 6e. Donc c'est bien la preuve. C'est bien la preuve que voilà, on n'est pas si loin. On n'est pas loin. On revient aux affaires courantes et au top 14, parce qu'il met des paillettes dans nos vies, des moulures à nos plafonds, de la joie dans nos dimanches.
En tout cas, il en remet dans les samedis de Christophe Furios, puisque le nouveau coach de Bègles Bordeaux a enchaîné sa 3e victoire en 3 matchs. Et à Castres, qui plus est, dont il est parti cet été un petit peu fâché quand même. Ça joue bien, le jeune Jalibert est en fire. L'UBB qui court après une qualif en phase finale depuis 1789 à peu près. Peut y croire cette saison, Thomas ? Ouais, je me rappelle la semaine dernière, il y a 15 jours, on avait parlé un petit peu de Lyon. J'ai l'impression que c'est un peu le même genre, quoi. L'UBB marche très fort en début de saison. Alors c'est certes une habitude chez cette équipe-là qui a plus de mal généralement au mois de décembre et puis en fin de saison. Mais aujourd'hui, c'est difficile de leur trouver de vrais points faibles, quoi. Devant, ça avance, la conquête a l'air de bien se régler. Mathieu Jalibert qui est exceptionnel au poste d'ouvreur. Derrière, les ailiers vont très vite. Il y a Radradra qui rentrera bientôt aussi dans cette équipe. Franchement, l'UBB a une bonne tête pas de champion, mais qualifié. De qualifié. Et surtout ça joue. Enfin, le jeu produit par l'UBB est hyper intéressant. Le petit Jalibert, juste pour dire, 20 ans, ouvreur, 3 essais en 3 matchs, 46 points. Voilà. C'est la classe. Ouais. Oublié. Voilà, première sélection tournoi 2018 qui a duré, un quart d'heure, 20 minutes, entorse du genou, les croisés, longue absence, reblessure derrière, donc quasiment 1 an et demi, on va dire, d'interruption de carrière, si jeune. Et c'est pas un feu de paille, ce gamin-là, ça c'est sûr. Il a vraiment beaucoup de talent. Thomas, il a fait un sujet il y a 15 jours sur le duel qu'il avait avant le match contre Toulon, le duel qu'il livrait à Carbonel, parce que ce sont a priori les 2 ouvreurs qu'on retrouvera peut-être en 2023, avec Ntamak en plus dans le lot, et puis peut-être un autre qui se révélera d'ici là. Mais voilà, ce sont ces joueurs-là dont on parle, les joueurs de 2023. Et lui, on sent qu'il a quand même... il a la classe au-dessus. En fait, il va très vite. Il a beaucoup de vitesse. C'est un joueur qui aime attaquer la ligne. Et je sais plus si c'était dans ton papier d'ailleurs, Thomas, ou quelqu'un disait qu'il pouvait jouer à l'arrière aussi. C'est vrai que ça. C'était Sébastien Picaronis qui avait dit ça. Faut pas le balader. Au premier centre. Il faut pas le balader. Il faut qu'il reste là où il est. On a ce gros problème en France de vouloir balader nos ouvreurs. Il faut qu'il reste à l'ouverture. Mais c'est un mec qui dépareillerait pas à l'arrière. Il a des pattes et tout. Donc il est vraiment super intéressant. Oui, puis il a une capacité technique, pied droit, pied gauche, main droite, main gauche, inspiration. Il voit tout de suite où est-ce qu'il peut y avoir un intervalle. Et surtout, il voit l'intervalle derrière la défense. Ça, c'est vachement intéressant. C'est ce que me disait un jour Patrice Lagisquet en parlant de Plisson. Il me disait, Plisson, à l'ouverture, il voit le premier rideau qui est devant lui, mais il voit pas ce qui se passe derrière. Jalibert a l'impression que le premier rideau, il a déjà emmagasiné, il a déjà analysé, et il regarde ce qui se passe dans le deuxième et dans le troisième. Et c'est ça, un vrai ouvreur. C'est d'avoir à la fois le champ profond, latéral, et lui, il a ça. Et ce qui est intéressant, on parlait de l'UBB, c'est le discours du Rios. On a l'impression que cette équipe attendait un discours comme ça, c'est-à-dire un discours à la fois dur et festif, sympathique et brutal, un discours à hauteur d'homme, c'est-à-dire les yeux dans les yeux, en les prenant là où ils sont, c'est-à-dire comme des joueurs de rugby et non pas en fantasmant sur une possible qualification. Lui, il est revenu à des fondamentaux, à des choses qui sont de l'ordre de l'épidermique, de l'ordre du viscéral. Il est capable d'aller prendre ses joueurs dans les viscères, de leur tordre l'estomac, de les faire un peu bander, quoi. Et je pense qu'ils avaient besoin de ça. Et le rugby, c'est quand même relativement simple. C'est pas simplement 15 joueurs sur un terrain. Il faut que l'addition de ces 15 joueurs donne quelque chose de supplémentaire. Ça s'appelle une équipe. Et Urios, il est très fort pour créer une équipe. Qu'est-ce que c'est beau. Du coup, Thomas, ça t'a coupé le chic. Ouais, non, j'allais juste revenir sur Mathieu Jalibert. Richard parlait de sa capacité à voir derrière le premier rideau. C'est ce qui lui a permis de marquer 2 essais contre Toulon et contre Castres. C'est exactement les mêmes, quoi. Il lève les yeux, le petit coup de pied par-dessus. C'est lui qui est le premier pour aplatir. Enfin, dans l'exécution, c'est vraiment parfait, quoi. Moi, je reviens maintenant à un truc plus global sur l'équipe, mais bon, évidemment, je crois que Urios, c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. On a senti quand même qu'en termes de management, depuis 3-4 saisons, ils savaient pas trop où ils allaient. Il y a eu l'interlude de Rory Tig, qui était d'abord un adjoint, puis un numéro 1, mais ça s'est pas bien passé. Et voilà, et là, il y avait besoin de 109. Et puis surtout, je crois que Thomas l'a dit tout à l'heure, il y a une profondeur quand même dans l'effectif de l'UBB qui est assez intéressante. Ils se sont quand même bien renforcés. Ils perdent Serein, c'est peut-être la plus grosse perte. Mais après, il y a des renforts et des renforts très intéressants. C'est qualitatif, quoi. Il y a Botica, qui était quand même le meilleur joueur du top 14 il y a encore pas si longtemps, qui est barré du coup par Jalibert. On verra combien de temps ça dure, mais bon, il est là. Cordero, pas retenu avec l'Argentine.
l'ailier révélation de la Coupe du Monde 2015, donc ça c'est pas mal. Flancard, c'est peut-être un ton en dessous. Lamera qui fait des gros matchs, qui est quand même un international français. Le petit Lukou à la mêlée qui vient remplacer Serein et qui vient de Biarritz, qui est un bon joueur, un très bon joueur de rugby, donc qui a du pied. Donc ils se sont, je pense quand même sur cet été plutôt bien renforcés. Il n'y a pas de truc mirobolant, mais ça apporte une profondeur d'effectif qui normalement devrait leur permettre d'être un peu plus sur la durée et donc d'espérer se qualifier. Et ils ont deux charnières vraiment extraordinaires avec Lukou et Lesgourg à la mêlée, et Jalibert et Botica à l'ouverture. Il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse et il y a des joueurs qui aiment jouer au ballon. Et Christophe Furios je pense, aura la capacité d'alterner ses charnières en fonction des oppositions, mettre de la concurrence. Et ça, c'est vraiment intéressant, je pense. D'autant que c'est son choix. Il faut savoir que Christophe Furios, ça fait 1 an qu'il bosse sur l'effectif de Bordeaux. Ça fait 1 an qu'il sait qu'il tracasse. Ça fait 1 an qu'il sait quoi faire à Bordeaux. Il a recruté, moi je sais pour en avoir parlé avec quelques-uns des agents avec lesquels il travaille, c'est pas anodin, c'est-à-dire que justement cette profondeur de banc, ce choix de charnière, c'est la patte Christophe Furios. Effectivement, il y a sa personnalité, son charisme, son accent, son élan, etc. Bon, mais il y a aussi le travail qu'il a fait en amont, et ce travail aujourd'hui est en train de payer. Et attention, sur une année de Coupe du Monde où on sait que beaucoup de clubs sont handicapés, alors que l'UBB, lui, peut-être, est je dirais, suréquipé à ce moment charnière où sur 6, 7, 8, 9 matchs, il va falloir marquer des points parce qu'il n'y aura pas les 35 meilleurs joueurs français et peut-être même les 35 meilleurs joueurs étrangers, puisqu'on sait que le top 14 est un très très bon hôte. Concrètement, il leur manque Poirot, qui est leur capitaine. Il leur manque Radradra. C'est à peu près tout. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 joueurs. C'est peu quand on sait que pour les autres, c'est 10, 12, 13, 15 même pour ça. Oui, c'est pour ça ce que tu disais. C'est un peu comme Lyon. L'UBB risque de prendre pas mal de points maintenant et après il va falloir aller les chercher. C'est les 2 équipes qui comptent, je crois, le moins de joueurs engagés à la Coupe du Monde, et pour l'instant, ça se voit au classement. Bien joué. Moi, je pense que ça fait partie d'une approche stratégique d'une saison en disant, c'est l'année ou jamais, c'est maintenant, il faut engranger des points et ces points-là, personne ne leur enlèvera. C'est bon, messieurs, on a fait le tour ? On a fait le tour. Eh bien, merci. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Richard Esco, Clément Dossin, Thomas Perrotto. On avait Maxime Rollin en direct du Japon. Merci à Roland Richard, à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.